Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes toujours le 28 alors que pour la moitié du monde, en Europe, en Israël, en Russie, en Ukraine, c'est déjà le 29. Bien sûr, beaucoup de choses se sont passées. Khomeini est mort, il n'y a pas vraiment d'autres mots. Je ne me réjouis d'aucune mort, mais voilà, pas vraiment. C'était quelqu'un de bien. Et maintenant, en fait, que va-t-il se passer? Parlons donc de notre président paisible, un président pacifique, ou plutôt un président passif. Il a éliminé Khomeini. Parlons de la destruction amicale de l'Iran, de la prise amicale de Cuba, de l'enlèvement amical de Maduro. Nous aussi, nous vivons sur des montagnes russes américaines. Bien sûr, c'est exactement ça, tout à fait. Aujourd'hui, le monde entier vit ainsi. Ou une seule chose est assez prévisible, c'est qu'on ne peut pas prévoir Trump, on ne peut pas. Mais je dois dire qu'il fait ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Il chasse les trafiquants de drogue et les communistes des pays les plus proches de nous. Il essaie d'éteindre les incendies militaires partout dans le monde, surtout là où ils pourraient n'en dégénérer en quelque chose de bien plus grave qu'un simple affrontement local. Ce n'est pas qu'il veuille participer aux guerres des autres, mais il veut réorganiser le monde. Pour cela, il ne doit pas y avoir de tels foyers. Eh bien, que puis-je vous dire? Il n'utilise pas seulement l'intimidation et les mesures diplomatiques, mais aussi la force militaire, enfin, la puissance militaire, disons, qu'il qualifie pourtant d'amicale. Je dois dire que moi aussi, je considère cela comme amical. L'enlèvement de Maduro. Oui, parce que c'était une faveur amicale envers le peuple vénézuélien. Eh bien, mais donc, il est possible que l'ayatollah Khomeini, peut-être, ne serait pas d'accord avec moi, mais il n'est plus là. Donc, l'Iran, la mort de Khomeini et de 40 hauts dirigeants iraniens. Avant cela, ils ont fusillé environ 30 000 manifestants. Auparavant, ils armaient le Hezbollah, le Hamas et d'autres combattants contre les envahisseurs juifs, les envahisseurs de la terre ancestrale juive. Mais nous allons commencer par un autre événement qui a été éclipsé à tort par la lumière éclatante de la guerre au Moyen-Orient. Eh bien, si l'on demandait à un Américain moyen ce qui aurait le plus d'impact sur l'Amérique et le monde, la guerre au Moyen-Orient, ou bien cet événement dont je vais vous parler maintenant, alors à 100%, eh bien, d'accord, n'en parlons pas. 199,99% des personnes interrogées diraient que c'est cet événement, celui-là, et non la guerre au Moyen-Orient. Imaginez-vous de quel événement il s'agissait. Et cela passe presque inaperçu, voilà, eh bien, c'est arrivé, c'est pratiquement impossible. Mais pour ainsi dire, nous allons en parler maintenant. Qu'est-ce que c'est? Voilà, cela signifie qu'ils sont finis. CNN, l'un des repères les plus ignobles de menteurs et d'hypocrites des États-Unis et même de toute la civilisation occidentale, est fini. Acheté par l'ami et allié de Trump, David Ellison. Eh bien, pouviez-vous imaginer cela, ne serait-ce qu'une seconde? David est le propriétaire de Paramount. Aujourd'hui, ça s'appelle Paramount Sunrise. Et il a acheté Warner Brothers. Là-bas, c'est l'un des 20, 30, 20, 40 petites choses qu'il possédait. Il y avait CNN. Et CNN est la principale source d'information de l'anti-Trumpisme sur la planète. Et peut-être qu'il y a pire qu'eux. Là-bas, MSNBC. Oui, là-bas, encore pire. Oui, oui, mais ils ne sont pas aussi répandus, donc on peut dire que le plus grand tort, bien sûr, vient de CNN. Voilà, et les gens qui y travaillent, surtout ceux qui, ces 10, 12, je ne sais pas combien, 16 dernières années, ont menti sans relâche. C'est-à-dire à tel point que quand ils disent la vérité, à mon avis, ils doivent eux-mêmes être incroyablement surpris. Mais pourquoi est-ce que tout à coup je dis la vérité sans raison? En gros, après le rachat de Twitter, eh bien, par Musk, des mains des mondialistes, c'est la plus grande défaite du camp anti-Trump, où les faits donnent la nausée aux présentateurs et ils tombent dans les pommes. Et directement pendant donc la diffusion. Bon, et maintenant donc, revenons à la question la plus discutée du jour, à l'événement du jour. Nous pouvons déjà préciser un certain nombre de détails,
que nous ne connaissions pas lorsque j'ai fait l'émission précédente. Donc dans l'obscurité, obscurité, lumière, ombre, lumière dans l'obscurité. Il est plus difficile de remarquer l'approche d'un avion dans l'obscurité et surtout aux toutes premières heures du matin. Il est plus difficile de s'organiser. Le temps de réaction est souvent plus long et il y a énormément de facteurs à cause desquels, comme on dit depuis l'Antiquité, il y a des attaques, des frappes. La base, il frappe les états-majors, les communications, qui peuvent paralyser le commandement. Et cela se passe avant l'aube, donc toutes les frappes inattendues ont lieu la nuit. Vous avez remarqué, oui, ou très 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 tôt le matin, comme on dit. Dans la nuit du 27 au 28 février, il n'y a pas eu d'attaque. Et l'ayatollah Khamenei a réuni chez lui les hauts dirigeants pour discuter, de quoi discuter, des actions sur le front diplomatique et militaire avec les États-Unis d'Amérique, Israël et ainsi de suite. À 9 heures du matin, selon l'heure iranienne, la direction de l'Iran s'est retrouvée au quartier général de l'ayatollah. À ce moment-là, dans le quartier général de Tsahal. Les services de renseignement ont rapporté que toutes les souris étaient dans la souricière. Et à 9h-27h de Téhéran, la souricière s'est refermée. Simultanément, des frappes ont eu lieu contre tous les quartiers généraux des forces. Là-bas, les forces aériennes, les autres forces, la flotte et ainsi de suite, contre tous les quartiers généraux des troupes. Où restaient les adjoints, les premiers adjoints, des soi-disant organes de sécurité, qui en réalité sont soit le principal responsable, soit son premier adjoint et dirigeant tout ce qui se passe. C'est d'eux que viennent tous les ordres, ainsi que des 40 dirigeants de la République islamique du premier et du deuxième cercle, c'est-à-dire les hauts gradés du corps des gardiens, les chefs des ministères. Les premiers adjoints, peu importe de quoi, oui, ont été éliminés exactement à 9h27. Donc, en même temps que les frappes de missiles, les drones ont extrait des laboratoires, des usines, des centres de recherche, 14 scientifiques qui faisaient quoi? Qui était un responsable du programme de missiles nucléaires de l'Iran. C'est ainsi que le Shabbat a commencé, qui bien sûr entrera dans l'histoire. La réponse de l'Iran est arrivée pendant la journée du samedi. Des frappes contre Israël, contre les bases américaines dans plusieurs pays. En fait, cela montre que tout cela avait été planifié et répété à l'avance. Cela signifie, en gros, qu'il y ait un ordre ou non, dès qu'il se passe quelque chose, agissez de cette manière. Ils ont fait tout cela, ou une partie nous ne savons pas exactement, mais ils l'ont fait. Mais le fait que les États-Unis et Israël aient pu, en une seule journée, mettre hors service les postes de commandement, la défense aérienne, l'infrastructure de missiles, les installations. Donc comment ça s'appelle, le CGR, le CGRI, oui, c'est-à-dire une sorte de gardien de la Révolution, je crois que ça s'appelle le CGRI, et aussi contre la haute direction, y compris le guide suprême. Oui, cela montre que les armements russes, chinois et iraniens, ce qui a été fourni par Moscou et Pékin, ne fonctionnent pas, pour ainsi dire, contre ce que possèdent aujourd'hui Israël et les États-Unis. Protéger le ciel, oui, s'est avéré inefficace contre les armes de haute précision. Le système iranien de riposte est basé sur un commandement local et peut fonctionner, pratiquement, pour ainsi dire, sans la participation de la haute direction. Puisqu'il y a des moments où l'on peut agir, mais parfois, peut-être que le commandement intermédiaire, en particulier celui des gardiens, continuera à se battre jusqu'à ce qu'il reçoive un ordre de sa hiérarchie. Khamenei a préparé, il les appelle des doublures, c'est-à-dire plusieurs personnes à qui il a réparti ses responsabilités au cas où il mourrait. Qui sont-ils? Personnellement, je ne sais pas. Peut-être que j'ai essayé de le découvrir, mais pour ainsi dire, il est possible que cela soit tout simplement inconnu. On sait simplement qu'il a transmis une partie de ses responsabilités à certaines personnes. Mais en même temps, l'absence d'une hiérarchie claire du pouvoir conduit à la désorganisation et au chaos. Pendant un certain temps, le système continuera bien sûr à lancer des missiles, mais plus le rétablissement de l'organisation tardera, plus cette réponse sera désorganisée, faible et chaotique. Je dirais des attaques convulsives de l'Iran. Parce que vous savez, quand on reçoit un coup au genou, que vous le vouliez ou non, la jambe va réagir d'elle-même.
C'est comme une voiture qui continue d'avancer par inertie, alors que le conducteur n'appuie déjà plus sur rien. Mais plus longtemps le conducteur n'appuie pas sur l'accélérateur, plus le mouvement devient lent et chaotique, en général jusqu'à l'arrêt complet. C'est précisément pour cela que, le 28 février, Donald Trump a dit aux Iraniens dans son message « Restez chez vous et dans les abris, car il est dangereux d'être dans les rues. Quand le moment viendra, je vous dirai qu'il est temps de sortir, de descendre dans la rue et, avec l'armée, de prendre le pouvoir en main. Vous aurez, a dit Donald Trump, la possibilité de chasser les mollahs tyranniques. » Lui, à mon avis, on n'a pas dit bon mollah, il a dit pouvoir tyrannique, tout quelque chose comme ça. Et une telle opportunité ne se présente probablement qu'une seule fois dans la vie d'une génération. Et l'opposant le plus reconnaissable en Iran, c'est le fils du Shah déchu, Reza Pahlavi II. Le peuple parle de lui, mais ce n'est pas un leader, ce n'est pas l'Artash. C'est ainsi qu'ils appellent leur armée. Oui, l'Artash. Ni le CGRI, c'est encore Pahlavi lui-même, le fils. Il propose à l'armée de s'unir au peuple et se positionne comme un vétéran, un leader qui ne marche pas en avant, de l'absence de droit à la démocratie aux élections. Reza II vit déjà, je crois, depuis 45 ans en exil. Et il ne connaît pas, ou plutôt il ne ressent pas, les nuances de la vie iranienne. Et l'homme politique Donald Trump brûle publiquement les ponts vers un compromis, alors qu'il disait récemment qu'un changement de comportement de l'Iran sans changement de direction lui conviendrait tout à fait. Il veut désormais ouvrir l'appétit au repas, sans doute pour écarter totalement les clercs et dissoudre les gardiens de la révolution islamique. Et tout cela, pour ainsi dire, ce qui est militaire et dangereux, je ne sais pas comment le formuler exactement. Des missiles à longue portée, des armes nucléaires, des centrifugeuses et ainsi de suite. Pour qu'ils démantèlent tout, détruisent, remettent aux Américains, transmettent aux Israéliens, fassent exploser. Je ne sais pas. La situation après la mort de Khamenei et le début des frappes massives n'a pas changé la liste des scénarios possibles, mais leur probabilité et leur rapidité. Les principales options sont restées les mêmes, mais l'équilibre avait déjà changé avant les frappes. Les analystes ont esquissé plusieurs scénarios de base. Le premier, un transfert de pouvoir contrôlé à l'intérieur du régime. C'est-à-dire que Khamenei part prier, attendre que ces jeunes filles innocentes et chastes viennent le chercher. L'Assemblée des experts choisit un nouveau dirigeant. Les forces du clergé maintiennent le système et, disons, ils trouvent un accord avec l'Amérique, et tout continue plus ou moins comme avant. Mais disons, il y a un accord. Ils ne produisent ni armes atomiques ni missiles. La deuxième option, c'est une mobilisation militaire stricte autour de Khamenei, un pari sur la résistance et un pourrissement progressif du régime sans effondrement brutal. Et la troisième option, c'est une combinaison de pression extérieure et de protestation interne qui peut conduire à une scission des élites et à une transition progressive vers une autre forme d'autoritarisme. Là-bas, c'est une junte militaire, quasi civile. Qu'est-ce qui a changé après la disparition de Khamenei ? Et ces 40 personnes qui dirigeaient en pratiquement la vie et la défense du pays, l'Iran, les mêmes scénarios, mais ils semblent différents. Le scénario d'un changement de leader calme à l'intérieur du système est devenu beaucoup plus faible. Il n'y a pas de figure de l'envergure de Khamenei, l'élite dirigeante a été partiellement décimée et le centre symbolique du pouvoir a disparu. Au contraire, les chances d'un changement de pouvoir par la force ont augmenté. Là-bas, il y a les gardiens de la Révolution, les clercs ainsi que d'éventuels successeurs comme, disons, des personnalités de grande envergure ou des collègues du clergé qui vont se battre pour le contrôle et non simplement organiser un transfert technique du pouvoir. Le rôle de la rue et des leaders extérieurs comme Reza Pahlavi est souvent symbolique. Mais le succès pratique dépend toujours de la façon dont réagiront l'Artèche et, peut-être, certaines unités des gardiens de la Révolution. Sans leur fissure, le régime ne tombera pas. Même après ces frappes dont nous parlons, le peuple descendra dans la rue lorsque les bombardements cesseront, lorsque cela prendra fin. Nous espérons vraiment que l'Iran sera épuisé dans 2 ou 3 jours. Ce n'est pas qu'ils auront encore des missiles là-bas, mais j'espère que leur motivation disparaîtra. Et alors les officiers de l'armée et peut-être certaines unités du CGRI décideront qu'un nouveau pouvoir va arriver. Qu'ils le veuillent ou non, il viendra forcément.
que c'est inévitable et qu'il faut se montrer au plus vite. Eh bien, comment dire, que je suis avec le peuple, que je ne suis pas un ennemi. Je pense qu'il travaille avec l'armée et il travaille très sérieusement. Je pense que les États-Unis et Israël soufflent des choses aux généraux et aux colonels. Mais tant que nous ne connaissons pas le résultat de ces négociations, il est difficile de prédire ce qui va se passer. Au moins plus de Khamenei, plus de direction. La résistance deviendra forcément chaotique. Peut-être qu'ils réussiront à l'organiser, peut-être que les Iraniens, ce ne sont pas des idiots. La question sera de savoir dans quelle mesure ils voudront risquer leur vie pour continuer l'œuvre des nôtres. Peu importe pour qui, là-bas, pour quelqu'un. Il y a de sérieux soupçons que, comprenant qu'Israël et l'Amérique sont très sérieux, ils décideront, même en s'organisant, qu'ils vont conclure une trêve, qu'ils vont discuter, qu'ils vont essayer encore une fois. Et, en général, ils accepteront les conditions que Trump voulait au départ. Eh bien, nous savons tous qu'ils voulaient l'arrêt immédiat de 3 programmes qu'ils avaient là-bas, y compris les missiles à longue portée, le développement d'armes nucléaires, le développement de tous les gaz, des armes bactériologiques et ainsi de suite. La possibilité pour l'Amérique à tout moment, pas pour l'ONU, mais pour l'Amérique à tout moment. Juste un bureau qui serait là, qui visiterait régulièrement tous les endroits et aurait le droit d'aller partout, de tout vérifier. Donc, un tel scénario semble aujourd'hui, le pouvoir reste en place, il ne change pas formellement, mais pour les affaires extérieures, il devient complètement différent. Et nous commençons lentement, lentement, lentement à influencer pour qu'elles deviennent aussi différentes à l'intérieur. Et à la fin, dans 5 à 10 jours, ou 15 ans, eh bien disons que l'Iran en arrive à ce qui existait avant qu'il n'expulse, non sans notre aide, le Shah Pahlavi. Qu'il y ait son fils, qu'il y ait une quasi-démocratie, une pseudo-démocratie, bien sûr, personne ne peut le dire, mais en général, on verra bien avec le temps, bien sûr. Mais je pense que cela ne prendra qu'une semaine, c'est ce que je soupçonne fortement. Au revoir.